Maintenant, pour la présentation du livre L'affaire Canon, je vous présente François Charbonneau. De 2008 à 2018, il a été directeur de la revue Argument. Il a également dirigé seul ou en collaboration de nombreux ouvrages savants, parmi lesquels Le siècle du régiment 17 en 2015, Ottawa, le lieu de vie français en 2017 aux presses de l'Université d'Ottawa, Droit, langue et communauté aux éditions Libère en 2023 et Le moment Montfort dans la francophonie canadienne aux presses de l'Université d'Ottawa en 2024. Il vient de faire paraître L'affaire Canon, une enquête sur le combat d'un médecin afro-américain contre la discrimination raciale au Château Frontenac, imprimé aux éditions Boréal 2025. Et c'est un plaisir pour moi de l'accueillir parce qu'il y a 3 ans, c'est moi qui posais des questions au micro et maintenant, c'est moi qui l'accueille sur scène. Donc, une bonne main d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour François Charbonneau. Je vais faire ça peut-être une demi-heure, puis après ça, on verra. Très bien. Ben, écoutez, je suis très content d'être là, surtout que je sors d'un lancement hier au Château Frontenac. Et le Château Frontenac, hier, a présenté des excuses officielles pour l'incident qui s'est passé en 1945, qui a été l'objet du livre que j'ai écrit. Donc, je vais vous avouer qu'après 4 ans de travail intensif, ça a été très émouvant, évidemment, de pouvoir entendre en direct ces excuses officielles présentées au couple Cannon. Donc, je tiens d'abord à remercier les organisateurs, en particulier Muriel Châtelier, qui fait honneur à tous les Québécois par son combat contre les théories racialistes. Je la vois juste là. Et je te remercie, Muriel. Alors, je vais vous faire une sorte de mise en contexte pour commencer. Ma communication d'aujourd'hui ne porte pas directement sur le racialisme ou ces thèmes-là, ni sur les politiques publiques ou encore sur les transformations délétères qui induisent certaines idéologies dans les universités. Je l'ai fait souvent par le passé, à titre d'essayiste principalement. Non, ma communication d'aujourd'hui va plutôt porter sur un livre que je viens de publier. Mon espoir, c'est que il y a un lien évidemment à faire, en fait, ou des enseignements à tirer de ce que j'ai vécu dans cette recherche dans les 4 ou 5 dernières années. Donc, je vais vous raconter cette quête et évidemment, je vais évidemment espérer que ça va vous convaincre des vertus de ce livre et peut-être même, qui sait, de l'acheter et de découvrir avec moi cette histoire qui est mais vraiment unique, je pense, en tout cas dans l'histoire du Québec, certainement, c'est un point marquant. En tout cas, j'espère que le livre va contribuer à faire connaître cette histoire extraordinaire. Donc, ce livre s'intitule L'affaire Cannon, enquête sur le combat d'un médecin afro-américain contre la discrimination raciale au Château Frontenac. Et mes intentions, je viens de le dire donc avec la communication, donc j'y vais tout de suite en vous expliquant le point de départ, sachant qu'ensuite, après vous avoir expliqué le livre, je vais essayer de tirer quelques leçons qui iront plus dans le sens du colloque. Donc, le 8 juin 2020, je me lève, j'ouvre ma tablette, puisque c'est ce qu'on fait maintenant, et je lis une chronique de Jean-François Nadeau dans Le Devoir. Donc, Jean-François Nadeau, qui est chroniqueur. Moi, je me précipite d'habitude sur ses chroniques parce que j'aime beaucoup l'histoire et il nous fait découvrir tout le temps des choses intéressantes du passé québécois, même si je dois admettre qu'une fois sur 2, je grince un peu des dents parce que je ne suis pas d'accord avec les interprétations qu'il peut donner d'un événement ou d'un incident qui s'est passé, mais ça reste riche, ça reste agréable, ça reste une des belles plumes au Québec. Je vous explique le contexte. Le 8 juin 2020, on est en pandémie, vous vous en souvenez un peu, ça vous rappelle quelque chose, et c'est surtout quelques semaines après l'affaire George Floyd aux États-Unis. Et la raison pour laquelle Jean-François Nadeau écrit son article, c'est très précisément pour faire une sorte de parallèle historique avec l'intention suivante, c'est de raconter, en fait de montrer, il rappelle un incident dont je vais vous parler maintenant dans ses mots à lui, et son objectif avec sa présentation, la présentation de cet incident, c'est de dire que les Québécois n'ont pas à regarder de haut
les Américains, puisqu'après tout, dans le passé québécois, il y a aussi des incidents racistes. Alors, je suis conscient que c'est juste une chronique, donc il ne peut pas en citer plein, et il y en aurait. Les rapports sont... le Québec a un passé, et le passé de tous les peuples comporte des parts d'ombre. Mais donc, il choisit un incident qui s'est passé au Château Frontenac, et je vous lis ce qu'il écrit à ce moment-là. Il dit « George Dowse Cannon, ou George D. Cannon, un docteur, et Lillian Moseley, son épouse, entendent visiter Québec. Ils réservent à cette fin une chambre au Château Frontenac, comme le font les touristes fortunés. Une fois installés sur place, ils sont tout de suite surpris de constater que l'hôtel refuse de les traiter comme les autres clients. Le personnel leur interdit l'accès à la salle à manger ainsi qu'à d'autres lieux. Un seul motif à ce déni de service, la couleur de peau. Cannon et Moseley sont noirs. Devant le juge, le couple Cannon-Moseley demande 900 $ en dommages causés par les pratiques discriminatoires à leur égard, soit l'équivalent d'environ 15 000 $ en 2020. Dans sa requête, le couple affirme qu'il a payé le prix de sa chambre dans un hôtel connu, largement fréquenté. C'est tout, c'est ça. Donc, c'est ce qui est raconté. Et l'intention, en montrant ce passage, c'est de dire, en rapportant ces faits, est-ce qu'on est en train de condamner l'entièreté de la population québécoise? Il faut le faire sereinement. Vous voyez, nous avons un passé raciste. Je vais revenir sur des formules tout à l'heure qu'utilise Nadeau, mais son intention, c'est, en fait, ça s'adresse très directement à des gens qu'il appelle les petits et les gros émours locaux du Québec. Donc, on imagine qu'il parle de Mathieu Bock-Côté, peut-être de Nadeau, enfin, qui sait, j'interprète, mais je devine que c'est à ça qu'il fait référence. Et là, moi, ma réaction est la suivante, c'est-à-dire que je lis ça, et je me dis, mais cette histoire-là n'a pas beaucoup de sens, ou en tout cas, je ne suis pas certain que la conclusion qui a été tirée est la bonne, au sens où il y a une chose qui m'a fait tiquer, c'est que je connais assez bien l'époque pour l'avoir étudié. En 1945, il n'y a pas un Canadien français, on aurait dit à l'époque, qui décide, alors un employé du Château Frontenac, qui décide d'aller exclure quelqu'un, surtout un médecin américain, du Château Frontenac, parce que, peu importe la raison en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un Canadien français qui décide de ça au château, c'est évidemment une décision du management, et le management, il est anglo-canadien, du moins, c'est ce que je pensais, et Google a tôt fait de me convaincre que c'était bien et bien un hôtel du Canadien Pacifique à l'époque. Donc, bon, ça me frustre un peu, je vais marcher mon chien, j'y pense encore, puis ça s'arrête là. Sauf que 3 mois plus tard, complètement par hasard, je lis un article dans un magazine américain dans lequel il est écrit que cet incident est rapporté. Et il est écrit donc cette anecdote prouve que French Canadians are entirely devoid of racial prejudice. Et donc, on rapporte l'incident du médecin pour dire la chose suivante. Et là, je dois vous admettre que je ne comprends pas trop, ou en tout cas, j'essaie de me souvenir où est-ce que j'avais entendu cette histoire-là, et je me souviens que c'est l'histoire de Jean-François Nadeau. Et pourquoi est-ce qu'elle peut expliquer, cette journaliste américaine, cette chroniqueuse américaine, que les Canadiens français n'ont pas un rapport aux communautés raciales de la même nature que les Américains? Tout simplement parce que, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, je commence à fouiller. Évidemment, elle explique en une phrase que quand c'est arrivé cet incident-là, le Château Frontenac a été inondé d'appels et de télégrammes de Québécois indignés de la décision du Château Frontenac. Et là, je me suis dit, mais là, c'est pas du tout la même histoire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé au Château Frontenac et j'ai demandé si... Alors là, je vais mettre ça sur le compte de la naïveté d'un chercheur enthousiaste. Là. J'ai appelé le directeur du Château Frontenac. J'ai dit,
avez-vous des télégrammes que vous garderiez dans une pièce quelque part, d'époque, ou quelque chose comme ça? Et je me suis rendu compte, bon, je fais beaucoup de travail d'archives, mais j'espérais aussi peut-être qu'ils puissent me référer vers autre chose. Évidemment, ils ont fait un peu la recherche et ils n'ont rien trouvé, c'est à l'évidence même. Donc, mais le directeur m'a dit, ben écoutez, si jamais un jour ça vous arrive, si jamais vous avez besoin d'aide, là, il faut comprendre, on est le 9 octobre 2020, quand je lis ça, je passe le coup de fil, et on est le 9 octobre 2020, et je dis, bon, ben écoutez, très bien, je vous remercie, mais on me dit, si jamais vous avez besoin d'aide, vous me rappellerez. Donc, ça s'arrête là. Je dirais même que pour les quelques premiers mois, c'était vraiment en temps perdu. Moi, je fais de la philosophie politique. Cette histoire-là, je l'ai poursuivie seulement par curiosité. Sauf que, assez vite, en cherchant dans les journaux québécois, les journaux afro-américains, je voyais qu'en fait, l'histoire qui avait été racontée par Nadeau n'est pas du tout la bonne histoire. En fait, je découvre même que dans une thèse d'un étudiant de baccalauréat, et j'ai bien dit baccalauréat, à l'époque aux États-Unis, et là je parle en 1997, pour finir un baccalauréat, il fallait faire une thèse. Ça m'a enthousiasmé et déçu de savoir que 20 ans plus tard, cette exigence était largement abandonnée. Mais à l'époque, on pouvait faire un travail de baccalauréat sérieux, 70 pages, et il y a un étudiant américain qui avait écrit une thèse sur le Dr. Cannon. Je découvre que ça existe. La pandémie a été une chance pour moi parce que je veux en apprendre plus sur le personnage. Je trouve rien d'autre au début. Et j'écris à la bibliothèque de l'université. On me dit, ben, écoutez, on ne peut pas partager ce genre d'informations-là d'habitude. Les chercheurs doivent venir. Mais comme c'est la pandémie, on vous le numérise et on vous l'envoie. Et donc, en recevant ce document, je découvre en fait qu'il y a tout un passage sur ce qui est arrivé à Québec. Donc à peu près une page complète. Et là, l'histoire, elle est extraordinairement intéressante. Et là, c'était fini. C'est-à-dire que là, j'ai une sorte d'obsession avec le désir, évidemment, de retrouver l'autobiographie d'où était extraite cette information. L'autobiographie du Dr. Cannon n'était pas disponible. Elle n'a jamais été publiée. Donc, je pense qu'elle est à New York, à Harlem. Ça me prend 2 ans avant de pouvoir y aller. J'ai fini par l'obtenir. Je vous trêve de détails. Et là, j'ouvre l'autobiographie jamais publiée de ce médecin et je tombe sur 7 pages sur les événements de Québec. Et là, je suis ébloui par ce que je lis. Avec des phrases comme puisque le couple a été appuyé, et je vais en parler davantage tout à l'heure, appuyé par la population de Québec, le docteur qui écrit son autobiographie, pratiquement 30 ans plus tard, écrit « L'hôtel était anglais, tout le reste était français ». Extraordinaire. Une formule à faire pleurer un chercheur, peut-être, 2 ans plus tard. Donc, là, je suis surpris et en même temps, je me rends compte que je n'avais pas compris cette histoire. C'est-à-dire que ça faisait 2 ans et demi que je cherchais à peu près à tout trouver sur le Dr. Cannon, et plutôt sur ce qui est arrivé à Québec, je devrais dire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en lisant l'entièreté de l'autobiographie, que ce qui était le plus important dans cette histoire-là, c'était lui, Cannon. C'est-à-dire que ce qui est arrivé donc pour comprendre ce qui est arrivé au Château Frontenac, et je vais vous en parler rapidement, mais pour comprendre ce qui s'est passé au Château Frontenac, en fait, il faut comprendre qui il était lui. C'est-à-dire que l'histoire est faite par des êtres humains et pas par des catégories sociales. On a tendance à réduire, et c'est normal, on n'a pas le choix. Si on réduit donc les êtres humains à n'être que des items de catégorie, immigrants, noirs, blancs, je ne sais pas quoi. Mais la vérité, c'est que, et on n'a pas le choix, on essaye de se penser, de se projeter. On sait que nous sommes aujourd'hui quelque chose comme 8 milliards d'êtres humains sur la planète et on ne peut pas faire de la sociologie si on prend en compte chaque élément de l'unicité ou d'essayer de prendre en compte l'unicité de chaque être humain. C'est une sorte d'impossibilité. Mais quand on réduit à des catégories, on passe aussi souvent à côté de l'essentiel dans l'histoire. Et là, ça m'a frappé qu'en fait, rien de tout ça se serait produit si ce n'était pas lui, George Downes Cannon, à qui c'était arrivé ce qui s'est passé au château.
Je vous en parle brièvement. Étudiant à l'Université Lincoln, une des premières universités non ségrégées aux États-Unis, en fait, la première université non ségrégée aux États-Unis, il réussit à s'inscrire à l'Université Columbia en médecine parce que son père est médecin. Il vient d'une famille assez en moyens, mais il est expulsé pour aucune espèce de raison. En fait, le doyen de la faculté l'a pris en grippe. Et juste pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblait le racisme en 1925 à New York, donc pas dans le sud des États-Unis, il s'inscrit, il réussit à rentrer parce qu'il est pistonné par des membres de sa famille. Son père est un républicain influent. À l'époque, le Parti républicain, c'était le parti des Afro-Américains très largement, pour des raisons évidentes. C'était le parti de Lincoln dans l'imaginaire depuis une soixantaine d'années. Et donc, quand George Dowse Cannon réussit à entrer, le doyen de la faculté le prend en grippe et ne veut pas de lui. Donc, le fait venir à son bureau et lui dit, mais tu sais, le dernier étudiant en noir qu'on a eu, il n'a pas réussi. Tu sais qu'on peut faire beaucoup d'argent en fabriquant des souliers. Enfin, ce genre de conversation qui doit être absolument odieuse. En fait, je ne sais pas à quoi ça ressemble de s'asseoir là et de se faire parler de cette façon par un autre être humain. Donc, il réussit quand même à faire sa première année. C'est pour en avoir parlé à un professeur qui avait montré sa note, qu'il avait passé au moins un cours, était tellement à l'aise avec ses autres cours qu'il imaginait bien qu'il avait passé tous ses cours. Il reçoit son bulletin à la maison avec l'ensemble de ses notes et il a échoué à tous ses cours. Et il n'y a pas de droit de recours. À l'époque, c'était complètement autre chose. Hein. Je veux dire, c'était vraiment le doyen décidait de ce qu'il voulait. Puis bon, un pauvre Afro-Américain à New York en 1925, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse par rapport à la machine? Les réseaux de solidarité afro-américains à l'époque n'étaient pas encore capables d'avoir une pression suffisante sur le reste de la société, ce qui fait qu'il se retrouve dans une situation où il doit vivoter un peu, se ramasse après une certaine péripétie que j'explique dans le livre à l'Université de Chicago, où il subit un racisme permanent et odieux, attrape la tuberculose, est dans un sanatorium pendant 2 ans de temps, dont 6 mois couché sur un seul côté, parce qu'un de ses poumons, il a perdu l'usage d'un de ses poumons, et donc est obligé d'être dans cette position, notamment pour des questions de mucus. Ça, c'est pas terriblement important ici, mais l'idée, c'est que c'est quand même un battant absolu, c'est-à-dire qu'après avoir vécu tout ça, retourne dans cette université où il n'avait même pas le droit de loger dans les dortoirs, réussit quand même à devenir radiologue, essaie de s'inscrire pour obtenir un emploi dans une bien sûr dans un hôpital, n'est réussi nulle part sauf dans un sanatorium au Kentucky, doit aller vivre la ségrégation sudiste à l'époque, n'a pas d'emploi après, donc une vie de battant, réussit par ailleurs à faire sa vie à New York, devient médecin en 1937. Et il est un homme engagé dans énormément de causes sociales, notamment dans l'amitié juive chrétienne, donc des réseaux de solidarité à une époque de grand antisémitisme. Il va écrire des phrases magnifiques dans son autobiographie. Il va dire l'antisémitisme que tout homme noir qui se respecte doit rejeter. Donc c'est un homme en avance sur son temps, parce que l'antisémitisme pouvait aussi exister dans la communauté afro-américaine, et ainsi de suite. Organisateur né, il s'oppose à la ségrégation dans l'armée américaine dès le début, écrit des articles dans les journaux dès après Pearl Harbor, 2 semaines après, où il réagit. Il faut savoir que pendant Pearl Harbor, il y a un Afro-Américain qui s'était distingué, que je nomme dans le livre, là, malheureusement j'ai un blanc, mais qui s'était distingué parce qu'il avait pris lui-même une mitraillette et avait tiré sur des avions qui attaquaient, alors qu'il était simple mousse, là, il n'avait pas eu de formation au maniement des armes, et alors que toute la communauté le célèbre, Cannon, dans un moment, et vous savez ce que c'est quand une guerre commence, enfin vous avez une idée, là, quand il y a des moments comme ça où on ne peut pas contredire, on ne peut pas penser contre les autres, lui se lève et dit, ce qui est odieux et ce qu'on doit réaliser, c'est que vous voulez qu'on participe à cette guerre alors que la Croix-Rouge n'accepte pas notre sang,
ce qui était le cas à l'époque. Vous voulez qu'on participe à cette guerre alors que vous avez de la ségrégation dans l'armée et ainsi de suite. Et il le fait à un moment où à peu près personne d'autre le fait parce que tout le monde est sonné, bien sûr, par cette attaque. Personne ne veut se faire arrêter et ainsi de suite. Donc, homme absolument exceptionnel qui a besoin de vacances et qui choisit donc en 1945 le château Frontenac. Pourquoi? Parce que son épouse parle français et elle veut pratiquer le français en venant au Québec. Donc, ils viennent au Québec, vont au château Frontenac, et là, j'ai trouvé littéralement des centaines d'articles, parce que ces événements-là vont être rapportés jusqu'en Australie. C'est pour dire, les canons sont donc reçus au château, ils arrivent le 29 juillet 1945, ils sont reçus, ils dînent 3 soirs de suite à la salle à dîner, contrairement à ce qu'en avait écrit le collègue Nadeau. Le 4e soir, par ailleurs, ils ne peuvent pas souper. Et donc, ils attendent, ils sont en file d'attente pour aller souper au château. Ils l'avaient fait 3 soirs de suite, mais vous savez l'expérience qu'on a quand on a des gens qui passent devant nous. Quand on est en train d'attendre, on pense qu'on est le prochain client, puis on se pose toujours la question, mais pourquoi eux passent devant nous? Mais eux, et c'est très frustrant comme expérience. Alors, on peut imaginer pour eux qui, après 5, 10, 15 minutes, commencent à comprendre que peut-être que la raison, c'est à cause de la couleur de leur peau. En fait, ils demandent des explications et on leur demande de rencontrer l'assistant gérant. Il s'appelle George J. Jessup. Et George J. Jessup, il leur explique, écoutez, vous savez ce que c'est. J'ai un client qui vient du sud des États-Unis, qui est ici, et il s'est plaint de votre présence. Cela dit, on peut aller vous porter de la nourriture à votre chambre, si vous le souhaitez, mais you know what it's about, c'est comme ça que ça se passe, et donc, voilà la décision. Ce qui fait que, normalement, cette histoire-là aurait dû s'arrêter là. Je ne devrais pas être devant vous en ce moment en train de vous parler. En fait, le hasard et l'histoire est tellement complexe, la chaîne de causalité dans l'histoire, elle est à proprement parler abyssale, c'est-à-dire que si on la contemple, on voit bien que ce qui permet d'expliquer que nous en sommes là aujourd'hui, vous êtes là à m'écouter, je suis là à essayer de vous présenter cette histoire, aurait pratiquement pas dû se passer. C'est-à-dire que je soupçonne que beaucoup d'hommes noirs dans l'histoire se sont faits ou ont vécu ce genre d'indignation. Probablement plusieurs ont protesté, mais leur histoire ne s'est pas rendue jusqu'à nous. Mais en tout cas, certainement, j'imagine que peu avaient le courage, la hargne et la ardeur d'un George Dowse Cannon et les moyens financiers aussi, parce que ça va compter, de prendre la décision suivante. Il se cherche un avocat et donc va demander à parler il cherche le barreau du Québec. Le secrétaire du barreau du Québec à ce moment-là, c'est un homme qui s'appelle Édouard Laliberté, un nom qu'il faut retenir, puisque cet homme-là va lui dire la chose suivante. Racontez-moi ce qui vous est arrivé. Et on va poursuivre le château Frontenac. Et ça, c'est le lendemain, 2 jours après l'incident du 1er août 1945. Et Édouard Laliberté, donc, a une idée. Il dit, écoutez, non seulement c'est injuste, puis vous avez des droits, puis on va poursuivre le château, mais en plus, on va déposer une injonction interlocutoire, ce qui fait que vous allez pouvoir retourner souper au château Frontenac, donc le plus tôt possible, évidemment, puisque vous êtes un client jusqu'au 11 août. Et donc, cette injonction interlocutoire, elle est déposée. Et elle est déposée devant un juge qui l'accorde, longue histoire, mais qui l'accorde et qui, donc, on pense que, parce que ça vient je pense plutôt, puisque c'est dans l'autobiographie de Georges, que c'est le gérant du château Frontenac qui s'est fait servir pendant qu'il joue au golf. Et qui dit, vous ne pouvez pas faire ça, on ne peut pas poursuivre le plus grand hôtel en Amérique du Nord, et ainsi de suite. Mais bon, c'est une injonction de la Cour. Et donc, Georges va avoir le droit d'aller souper au château. Et là, je veux que vous essayiez de mesurer l'effet que ça pouvait avoir en 1945. C'est-à-dire que vous êtes à Québec. Je ne sais pas si vous savez, là, mais quand on parle de la question des Noirs ou de l'histoire des Noirs au Québec, et c'est une histoire que je maîtrise peu par rapport à d'autres collègues, donc je n'essaie certainement pas de me substituer à ceux qui font beaucoup de recherches là-dessus. Moi, je me suis intéressé à un incident à fond, mais un incident seulement, donc je ne tire pas de grandes conclusions. Mais ce que je sais, c'est qu'en 1945, il y a, en tout et pour tout, si on se fie au recensement de 1941, et ça n'a pas dû beaucoup changer entre les deux dates, exactement 3 Noirs à Québec, et 0 femmes.
OK? Donc, ça, c'est les statistiques. Peut-être qu'il y en a un petit peu plus parce que peut-être certains ne le déclarent pas dans le recensement, ce n'est pas une impossibilité, mais c'est ça, la population noire de Québec, à peu près 2000 à Montréal au même moment. Donc, évidemment que les canons sont reconnus assez facilement dans cette ville, surtout que cette injonction interlocutoire, elle est surprenante. À ma connaissance, mais à la connaissance des gens à l'époque, c'est la première fois que quelqu'un fait ça, force un établissement à accepter un homme après avoir subi la discrimination. Et là, c'est là où l'histoire devient intéressante, c'est-à-dire que, bien sûr qu'une injonction interlocutoire, ça n'est pas resté secret longtemps, ce qui fait que le 6 août, il y a 3 journaux qui en parlent, et ensuite, c'est la presse du Québec au complet, et ça dure longtemps. Le Devoir va faire 5 papiers là-dessus, l'Action catholique va en faire 3 ou 4, l'Événement Journal va en faire 3, et là, je pourrais continuer la liste. Tout ça, évidemment, se trouve dans l'ouvrage. Donc, la population de Québec sait ce qui s'est passé, et là, le 6 août, le Château Frontenac reçoit des appels de gens de la ville de Québec totalement indignés, dont des appels de gens qui disent « Peut-être que votre table est trop bonne pour les canons, mais ma table chez nous, elle est ouverte aux canons. Et donc, les canons vont être invités à souper chez des particuliers indignés. » Ça, c'est l'histoire. Là, je vous rappelle que cette histoire-là, elle est utilisée par Jean-François Nadeau pour rappeler le passé raciste du Québec. D'accord? C'est à ça qu'elle a servi, cette anecdote. D'accord? Ils ont été souper chez des médecins, reçus comme invités d'honneur à l'Université Laval, reçus à l'Hôtel-Dieu de Québec, enfin un hôpital de Québec, mais on a cherché dans les archives de l'Hôtel-Dieu, on n'a pas pu prouver que c'est cet hôpital-là, mais c'est ce qui est le plus probable. En tout cas, certainement, ils ont déjeuné dans un hôpital. Les chauffeurs de taxi, je vous disais tout à l'heure, 3 Noirs à Québec, donc eux étaient évidemment très reconnaissables par la population de la ville de Québec qui sait que ce couple a vécu une indignité, ils se font offrir de visiter la ville. On leur dit, on va vous amener. Des chauffeurs de taxi leur offrent de, écoutez, voulez-vous, je vais vous amener chez nous, et ainsi de suite. Alors, une histoire complètement différente que celle qu'a voulu nous raconter Jean-François Nadeau. La poursuite en justice va suivre son cours. Évidemment, les canons vont retourner chez eux, vont être extraordinairement émus de ce qui leur est arrivé à Québec, vont écrire une lettre que je ne vous lirai pas et que je vous demanderai de ne pas lire non plus. Si, en d'autres termes, de ne pas tricher. Si vous vous procurez un jour le livre, si vous l'empruntez, il y a des bibliothèques aussi, mais d'une manière ou d'une autre, si un jour vous lisez ce livre-là, je vous demande de ne pas tricher. Et je vous mets au défi de passer à travers le livre au complet, de découvrir qui est cet homme, de découvrir ce qui lui est arrivé, de découvrir comment les Québécois ont réagi. Et la lettre que George Dowse Cannon envoie aux Québécois le 10 septembre 1945, qui est publiée dans trois journaux différents. Je vous mets au défi de la lire sans verser une larme. Moi, j'ai échoué lamentablement. C'est une lettre absolument extraordinaire qui devrait être dans tous les manuels scolaires au Québec. Donc, la poursuite va se prolonger, évidemment, va se transformer en poursuite, va se régler par une entente hors cours absolument admirable et qui explique pourquoi je pense que George Dowse Cannon devrait être honoré par les Québécois. Il faut trouver la manière. Alors, j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs idées, statuts, ponts. On a qu'à, s'il y a un ministre dans la salle, là, il n'y a qu'à m'appeler, j'ai beaucoup de suggestions, mais certainement au moins, en tout cas, c'est comme ça que je conclue le livre, je demande au Château Frontenac d'envisager la possibilité de renommer une pièce, la pièce Cannon La Liberté, pour la raison suivante, parce que Cannon ne s'est pas battu pour lui, et c'est ça que je trouve extraordinaire dans cette histoire-là. Bien sûr qu'il a été compensé financièrement, et c'est parfaitement normal. Le château a merdé, ils n'avaient pas à faire ça, tant pis pour eux. D'ailleurs, ça va se retrouver dans le Time Magazine, et ils vont avoir extraordinairement honte que cette histoire-là se retrouve propulsé partout sur la planète, parce que c'est l'équivalent de la viralité sur les réseaux sociaux qu'un article dans le Time Magazine à l'époque, 1,6 million de tirages, et c'est un des magazines à l'époque qui se passe le plus d'une personne à une autre. Donc, notamment dans l'armée américaine à l'époque, c'était ce qui était le plus lu. George va recevoir plein de lettres de soldats américains pour lui dire tu participes à ta manière au combat qu'on a mené en Europe, et ainsi de suite.
Et donc, ce qui est extraordinaire avec George Downes Cannon, c'est que on va lui offrir, bien sûr, vous le devinez, c'est ce que font les compagnies normalement, une sorte on va lui demander de signer un accord par lequel il ne va pas divulguer, évidemment, le contenu de l'entente. Et il refuse. Je n'ai pas toutes les preuves parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis à la recherche d'un dossier, en fait. La recherche est terminée, je sais où le dossier. Le problème, c'est que le dossier n'est pas ouvert parce que j'ai demandé à avoir accès. Je vais vous dire un mot là-dessus parce que je pense que c'est important que je prenne chaque occasion possible pour parler de Bibliothèque et Archives Canada et je vais le faire maintenant. J'ai demandé l'accès aux documents des avocats du Château Frontenac qui sont gardés à Bibliothèque et Archives Canada. Quand le bureau Gravel, Thompson et Gravel a cessé d'exister dans les années 70, ils ont envoyé leurs archives à Ottawa. Et donc, quand j'ai demandé, est-ce qu'il y a quelque chose sur Canon là-dedans, et qu'on m'a répondu, oui, il y a 657 pages, mais vous ne pouvez pas y avoir accès parce qu'il faut garder la confidentialité client, le privilège client-avocat. J'étais abasourdi de savoir que ça existait et que ça se prolongeait éternellement. Cela dit, on m'a dit, mais écoutez, si vous êtes capable si on est capable plutôt d'avoir parce qu'ils ont offert de le faire eux-mêmes, on peut contacter le client. Et si le client est d'accord, il n'y a pas de souci. Ce qui fait que, vous vous souvenez, je vous ai parlé tout à l'heure du directeur du Château Frontenac qui m'avait dit, si vous avez besoin d'aide, vous me donnez un coup de fil. Vous devinez que j'ai appelé le directeur du Château Frontenac et je lui ai dit, écoutez, il y a des archives qui sont là-bas. Est-ce que vous m'accordez le droit d'avoir accès à ces archives? Et il a dit, M. Charbonneau, aucun problème. Et là, je vous parle du Château Frontenac d'aujourd'hui. Ils ont dit, on ouvre ça. Ils n'ont pas demandé à voir ce qu'il y avait là-dedans, un sujet ultra sensible pour eux. Il n'y avait pas grand-chose de positif potentiellement à sortir de cette histoire-là. Ils ont dit, M. Charbonneau, on ouvre ces dossiers, il n'y a pas de problème. Bibliothèque et Archives a écrit au Château Frontenac pour confirmer mes dires, puisque j'ai rapporté ça à Bibliothèque et Archives. Et M. Ken Hall, donc le directeur de l'actuel château, il ne l'est plus aujourd'hui, mais il l'était au moment des faits, a écrit, écoutez, le Château Frontenac accepte l'ouverture des archives. Sachez cependant que le Château Frontenac, à l'époque, était la propriété de Canadian Pacific Railways. Et je pense que la raison pour laquelle il a dit ça, c'était pour s'assurer qu'on comprenne bien qu'il le faisait au nom de Fairmont et non au nom de Canadien Pacifique. Mais ça a quand même causé un enjeu parce que même si Bibliothèque et Archives, et s'ils avaient fait 5 secondes de vérification légale, auraient su que quand on vend un fonds de commerce, on vend aussi les droits qui sont attachés, ce qui fait que le privilège client, il est à moins qu'il y a quelque chose qui a été signé à cet effet. Il y a toujours moyen d'avoir des exclusions, mais pour ce que j'en comprends, là, je sens le regard de certains juristes ici qui me regardent en ce moment, mais je vous assure que ça a été vérifié par au moins 3 juristes de mon côté, notamment un spécialiste dans le droit des acquisitions. Et c'est clair que le privilège client, il est aujourd'hui avec Fairmont qui possède les droits qui étaient ceux de la Château Frontenac Company de l'époque. Donc tout ça pour vous dire que normalement, Bibliothèque et Archives auraient dû ouvrir les dossiers, mais ils n'ont pas voulu prendre de chance. Ils ont demandé à Canadian Pacific Railways. Canadian Pacific Railways a demandé à voir les documents. C'est 657 pages. Ils les ont fait analyser, ça a pris des mois, et ils ont décidé d'ouvrir seulement 13% du dossier. Et donc, que cache Canadian Pacific Railways? Et la justification, c'est que dans ces 13%, ce sont des documents publics. Alors, ce qu'eux ne savaient pas, c'est que ces documents publics, en fait, ont été détruits par le ministère de la Justice du Québec, puisqu'ils ne gardent pas les dossiers éternellement. Ce qui fait qu'en fait, ils m'ont donné accès aux seuls documents disponibles sur cette histoire-là, du moins les documents judiciaires. Donc, ça m'a quand même permis beaucoup de bonnes choses. J'ai été capable de reconstruire l'histoire pratiquement minute par minute. Cela dit, il reste quand même 87% du dossier qui n'est pas ouvert. Et ce qui est extraordinairement frustrant, c'est que Bibliothèque et Archives Canada, j'ai appris par la suite, parce que j'ai fait une demande d'accès à l'information pour comprendre pourquoi on ne m'ouvrait pas les dossiers, puisque j'ai l'autorisation du client actuel. En fait, ce qui est incroyablement frustrant, c'est que dès le début, il y a un employé à Bibliothèque et Archives qui a signalé aux autorités supérieures, a dit, écoutez, il faut savoir que CPR ne possède plus le château depuis 2001. Donc, il leur signale, CPR a plus les droits associés. Et j'ai vu dans un courriel envoyé par la conseillère juridique du Canadian Pacific Railways, elle écrit
Nous autorisons les pages suivantes pour M. Charbonneau. Sachez cependant que CPR ne détient plus les droits de cet hôtel depuis 2001. Bien à vous. Ben, je veux dire, elle est en train de leur dire, by the way, là, c'est pas à nous autres à autoriser ça. Elle leur dit, et donc, moi, j'ai fait la démonstration, bien entendu, que ça n'a aucun sens, que j'avais les droits puisque j'ai eu l'accord. On ne me l'a pas ouvert. Et ça, pour moi, c'est un scandale total. Que cache CPR? Et après, que cache Bibliothèque et Archives Canada? Dans ce cas-là, je ne pense pas que c'est l'enjeu du racisme qui les tient pour Bibliothèque. C'est leur propre incompétence qu'ils cachent dans cette histoire. Et ça, j'en suis convaincu. J'en fais la démonstration dans le livre et je suis prêt à en débattre n'importe quand parce que je m'avance ici armé des faits et eux se sont trompés. Et j'invite d'ailleurs tout le monde, vous pouvez venir sur mon site internet, l'affairecanon.ca. Il y a un lien pour demander des comptes à Bibliothèque et Archives. Donc, en conclusion, je reviens sur la chronique de Jean-François Nadeau au sujet de cet incident raciste. Donc, je vais le citer ici parce que je veux m'assurer. Donc, cet incident qui s'est passé en 1945, dont je vous ai parlé, Jean-François Nadeau tire la conclusion suivante. Il dit « En reconnaissant des faits semblables, il parle de l'affaire Cannon dont je vous ai parlé, bien réel et préoccupant, fait-on le procès de la société québécoise tout entière? Nos petits et gros émaux locaux voudraient bien nous le faire croire en agitant le spectre d'un pseudo-racisme anti-blanc, comme s'il s'agissait de retourner un gant sale pour soudain se convaincre qu'on a les mains propres. » Et moi, je trouve cette phrase odieuse parce que je ne tire pas de grandes conclusions pour l'ensemble de l'histoire du Québec là-dessus. C'est un incident et je ne vais pas faire la même erreur que lui. Mais ce que je sais, et c'est là-dessus que je vais conclure parce que je devine que quand Jean-François se lève, c'est inquiétant et il faut abréger sa communication. Mais en même temps, ce que je trouve cette phrase-là particulièrement odieuse parce que la vérité sur cette histoire, c'est que les Québécois, à ce moment-là, devant le racisme, ont été à la hauteur du moment. Et je pense qu'on fait une erreur dans nos salles de classe, puisqu'on est tous d'accord, et je pense même ceux qui combattent, même ceux qu'on décrit comme étant défenseurs d'idées racialistes, et qu'on a raison de combattre par ailleurs, je les crois sincèrement, pour la plupart d'entre eux, bien intentionnés. Ils veulent un vivre ensemble apaisé, mais je leur soumets la réflexion suivante. Essayez de convaincre les enfants dans les salles de classe qu'ils sont différents en fonction de la couleur de leur peau et que certains profitent de privilèges que d'autres n'ont pas et que ceux qui ont des privilèges les ont au détriment des autres dans la classe. Moi, je ne vois pas comment on peut comment on peut créer du commun de cette façon-là. Mais ce qu'on peut faire, par ailleurs, c'est de réhabiliter ce que j'appellerais l'exercice par lequel on admire des gens du passé, pas d'une manière où on déforme le passé, pas d'une manière où on invente des faits. On regarde le passé en face. Il y a des moments dans l'histoire qui doivent être signalés. J'ai entendu quelques interventions qui vont dans ce sens d'un appel à tout dire sans se cacher. Mais dans ce passé, il y a eu des moments. Kim Thuy nous en a rappelé. J'en rappelle un dans ce livre où les Québécois ont été à la hauteur. Et je pense que l'émulation de ce que nos ancêtres ont fait de mieux, c'est un sapré meilleur moyen de créer du vivre ensemble que de diviser artificiellement les enfants entre eux en fonction de la couleur de leur peau, précisément ce qu'on essaye de combattre quand on a des politiques publiques qui sont au service de la liberté, de la justice et de l'égalité. Je vous remercie. Bon, alors, je voudrais dire merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci aux personnes qui sont présentes en ligne et surtout, merci à tous les conférenciers. Vraiment, vous m'aviez rempli de joie et de bonheur et vraiment, je suis très contente de ce que j'ai vu pendant ces 2 dernières journées. Et nous, la Cure, on continue nos actions. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, si vous n'êtes pas encore membre, c'est gratuit. Il suffit de m'envoyer un petit courriel. Je vous ajoute sur notre liste. On a encore beaucoup de projets. Et puis, notamment, j'ai écrit un livre avec mon bras droit et mon rein gauche, Yannick. Donc, on est à la recherche d'un éditeur présentement. Donc, c'est ça, on a encore beaucoup de beaux projets à venir. Fait que je vous encourage aussi à partager ce qu'on fait autour de vous parce que c'est important que le message il se
répandre. Et c'est ça, je voulais dire vraiment merci aussi à mon comité organisateur. Vous vous imaginez pas à quel point on a du plaisir ensemble. On est tous devenus des amis. Et puis, je suis vraiment, en tout cas, je ne sais plus quoi dire, je manque de mots, tellement je suis contente de voir ce que je vois aujourd'hui et de voir tout ce qu'on a pu accomplir. Comme j'ai dit encore une fois, on n'a pas de subvention. Et toutes les personnes qui sont ici, on fait ça bénévolement. Donc, merci à tout le monde. Et puis, on se revoit l'année prochaine pour un autre forum. Bravo.